Bonjour, on va parler aujourd'hui de la prise en charge des malades de la Covid-19, leur prise en charge au laboratoire. Cette prise en charge se fait à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau diagnostic, donc en même temps que le diagnostic clinique, le diagnostic biologique et radiologique. Les biologistes interviennent au début par l'aide au diagnostic. D'abord, il faut qu'on voie quels sont les signes cliniques de la maladie. Donc, sur une étude chinoise qui a porté sur 55 924 patients, et on a constaté que 88% d'entre eux font une fièvre, 68% une toux sèche, 38% une fatigue, 34% des expectorations sèches, un essoufflement chez 19%, des arthralgies c'est 15%, des maux de gorge c'est 14%, des maux de tête c'est 13,6%, des frissons 11%, une perte du goût et de l'odorat à gueusie et perte de l'odorat 8%, des nausées, vomissements chez 5%, une congestion nasale c'est 4,8%. La diarrhée, il porte sur 3,7% des malades. L'anosmie et la gueusie, c'est un petit peu spécifique de cette maladie, alors que tous ces signes cliniques dont on parlait sont communs à toutes les infections virales. Donc, on va mettre les jalons aussi pour voir quelles sont les étapes de la maladie. Une fois qu'une personne a contracté le virus, on distingue 5 étapes. La première, c'est une forme qui est légère, qui peut durer 4 à 5 jours. Une fièvre. Cette fièvre peut disparaître en 4 à 5 jours. Et certains vont faire une pneumonie qui n'est pas sévère, qui va durer 7 jours. Ils vont guérir. Et ceux-là, ils représentent 80% des patients, des sujets. Leur traitement se fait en ambulatoire, pas d'hospitalisation. Ils font leur quarantaine ou quatorzaine, si on veut. Mais pour certains, donc 15% d'entre eux, vont faire des pneumonies sévères. Donc là, ceux-là, ils sont hospitalisés dans un service infectieux dédié Covid. Mais pour d'autres, 5%, qui sont généralement des patients qui ont des comorbidités, qui ont d'autres pathologies associées, et ils vont faire un syndrome respiratoire aigu, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDR. Et d'autres, ils vont faire un sepsis. Et d'autres, carrément, ils vont leur faire un choc septique. Et c'est ces gens-là qui restent un petit peu en réanimation pendant 4 à 5 semaines. Et certains d'entre eux décèdent. La plupart. Alors, revenons au laboratoire. Donc, si le patient il présente à peu près 4 ou 5 signes cliniques, tels qu'une fièvre de 38,5 à 39,5, une toux sèche, s'il perd l'odorat et le goût, s'il a des polyarthralgies, polymyalgies, et on le fait un petit bilan au tout début. On lui fait une numération formule sanguine avec une numération des lymphocytes et des plaquettes, et surtout des neutrophiles et eosinophiles. On fait une CRP, une LDH et des transams. Si ces paramètres-là sont perturbés, c'est-à-dire disparition totale des eosinophiles, une baisse des lymphocytes inférieure à 1000, je dis bien inférieur à 1000 et non pas inférieur à 1500. La valeur normale des lymphocytes, c'est de 1000 à 4000. Ça ne doit pas dépasser 4000 et ça ne doit pas descendre en dessous de 1000. Donc, au-dessus de 4000, c'est une lymphocytose. Donc, on verra, ça vous surveille pour d'autres problèmes. Donc, si on a une lymphopénie, si on a une augmentation de la CRP, ça peut aller à 50, 100, 150, 200, 250, on a vu des valeurs élevées. La LDH, la lactico-déshydrogénase, elle augmente elle aussi. S'il peut atteindre des valeurs supérieures à 250, une augmentation de
des transaminases, 3N ou 5N, d'emblée, signe clinique et signe biologique, le médecin doit considérer ce patient-là comme un patient Covid dans le cadre de l'épidémie et de la pandémie, et doit lui faire un prélèvement nasopharyngé pour l'envoyer dans un triple emballage au laboratoire de virologie pour faire la PCR, et sans attendre les résultats, il doit le mettre sous traitement, parce que le traitement à l'hydroxychloroquine, c'est surtout efficace quand il est donné au début, parce qu'il empêche le virus d'entrer dans les cellules et de causer ces dégâts. Parce que pour plus tard, ces malades, c'est donné tardivement, il n'est pas efficace. Parce que l'évolution de la maladie au lieu de 8 jours, c'est pas le virus, mais c'est plutôt les thromboses et la maladie embolique et les éteintes vasculaires et autres. On verra ça plus tard. Donc, et avant de donner le traitement, des analyses biologiques sont impératifs. Vous voyez, j'ai sauté sur le diagnostic. Je ne vais pas parler de la PCR parce que on en a parlé. Notre ami Halouami en a parlé dans un webinaire de la SMCC. Zohair en a parlé aussi. Et M. Hassan Fellah, notre ami, va en parler dans le cadre de webinaires que nous préparons dans le cadre de la SMI. Donc je ne vais pas empiéter là-dessus. Et je passe directement aux examens complémentaires qu'on doit faire avant de mettre le sujet sous traitement. Donc tout d'abord, on doit faire un ionogramme, qui est très important, l'ionogramme, parce que on doit doser le potassium. On doit faire chez le patient un électrocardiogramme et le dosage de potassium. Pourquoi? Pour voir si le patient n'est pas sujet à arythmie. Donc, et on sait des valeurs de 2,2%, on a le QT qui était élevé, une augmentation du temps du QT. Les gens connaissent dans l'électrocardiogramme QRST, PQRST. Alors, cet espace, il est augmenté. Donc, on a des risques chez ces patients de faire des arythmies, de faire des AVC, des infarctus du myocarde et tout ça, des arrêts cardiaques. Donc, il ne faut pas, c'est que ça, si le taux de potassium est bas, il contre-indique le traitement à l'hydroxychloroquine. Et surtout qu'on l'utilise dans un cadre ORAMM, donc avec beaucoup de risques. On doit faire un dosage des protéines, parce qu'on verra qu'on est dans une insuffisance rénale, on est dans une insuffisance hépatique, une urécréatinine, un taux de prothrombine pour on doit voir la coagulation, donc la paillasse de la coagulation, on va faire un TP, TCA, un fibrillogène, dosage fibrillogène, on va voir les syndromes inflammatoires. Et pourquoi l'hémostase? C'est pour prévenir surtout la maladie thromboembolique. C'est parce que c'est ça ce qui tue nos patients. Donc je vais faire, le but de ce travail, c'est de trouver des marqueurs biologiques de sévérité de la maladie. Donc on va faire voir un petit peu quels sont les paramètres qu'on surveille chez ces malades. Donc il y a d'abord les marqueurs cytologiques. Donc on avait dit les polygranulotrophiles, lymphocytes, thrombocytes, c'est-à-dire les plaquettes, et les éosinophiles. Il y a les marqueurs de l'inflammation. Donc c'est la CRP, la ferritine, c'est les cytokines pro-inflammatoires, l'IL1 et l'IL2 et surtout l'IL6. Ce sont eux qui donnent l'interaction du virus avec les cellules immunocompétentes aboutissent à la libération massive de cytokines pro-inflammatoires. Donc, je n'empiète pas sur ce que veut dire Mme Akhali et M. Bedou. Donc, et ces cytokines-là agissent sur
l'endothélium vasculaire. On verra ça plus tard. Il y a aussi les marqueurs de la cytolyse cellulaire, donc la cytolyse cellulaire. Nous avons parlé de la LDH, des transats, des CPK aussi, c'est cardiaque. Il y a les transats cardiaques aussi. Il y a les marqueurs de l'atteinte cardiaque, CPK, troponine, NT-pro-BNP et la BNP. Donc, on se contentera de la troponine parce que les autres paramètres ne sont pas à disposition de beaucoup de laboratoires. Donc, une troponine élevée, c'est un marqueur de sévérité parce que quand il y a un syndrome de déficit respiratoire avec une insuffisance respiratoire, donc alors là, il y a une lésion des cellules myocardiques parce qu'il y a un déséquilibre entre la demande en oxygène et l'apport en oxygène, parce que le poumon qui est embolisé, qui ne peut pas, et les vaisseaux sont complètement thrombosés, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de circulation, pas de transport d'oxygène, malgré l'oxygénation, malgré le taux la grande quantité d'oxygène qu'on donne, mais c'est le manque de transporteurs, c'est ça, c'est pour transporter cet oxygène. Et c'est ça qui donne des nécroses au niveau cardiaque et autres. Il y a les marqueurs de l'atteinte thromboembolique, donc c'est le TP, TCA fibrinogène, les PDF et surtout les didymères, donc retenir les didymères. Il y a le facteur 2, le facteur 5, il y a l'antithrombine. Bon, donc on ne peut pas tout faire. Et il y a les marqueurs de la surinfection. Donc il y a tous les malades qui sont hospitalisés, qui voient leur taux de lymphocytes baisser, ils vont nous faire des infections à d'autres germes pyogènes, parce qu'on constate l'augmentation des polynucléaires neutrophiles. Donc là, on fait la procalcitonine. Si la procalcitonine est positive, il est élevé, ça veut dire à 100% que notre malade a fait une surinfection bactérienne, qui peut être pyogène, ou parfois un germe à développement intracellulaire. Et surtout, il ne faut pas oublier les infections fongiques. Donc, au niveau pulmonaire, ce sont les aspergilloses invasives, c'est-à-dire un développement de l'aspergillus fumigatus dans le poumon. Il y a aussi des candidoses rénales et intestinales. Il y a aussi les marqueurs de l'atteinte rénale. Donc, le virus et l'inflammation, l'atteinte endothéliale des vaisseaux, tout ça, ça donne une néphrite tubulaire interstitielle avec des taux de protéines, de la protéinurie peut-être à 5-6 grammes. Et aussi, nous avons une augmentation de la créatinine, une durée. Et le dosage de l'albumine sérique, il est faible, il est abaissé. Et nous avons un tableau d'insuffisance rénale. Globalement, cette maladie, c'est une maladie, surtout, on peut la qualifier la Covid, que c'est une endothélite. C'est vraiment une inflammation de l'endothélium vasculaire. Et avec un retentissement, là où il y a, comme on a dit, les récepteurs de l'ACE2, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, il y a une inflammation énorme et il y a des thromboses. Et ceci a été montré avec de très belles photos d'examens anapathes qui étaient faits par des médecins légistes allemands, italiens et luxembourgeois aussi, et qui ont montré de grosses thromboses au niveau des veines, des membres inférieurs, et des thromboses au niveau du pulmonaire, des microthromboses au niveau alvéolaire,
Et il faut prévenir cette maladie par une stabilisation des cellules endothéliales au début. Donc, comme on a dit, il faut anticoaguler les patients. Et même pour ceux qui guérissent, une fois rentrés chez eux, il faut continuer avec des anticoagulants oraux. Donc, une fois qu'on a arrêté l'héparine, il faut continuer à donner des anticoagulants oraux. Voilà. Ce qu'on peut retenir comme marqueur pertinent de sévérité de la maladie, donc, il faut retenir surtout la lymphopénie, l'augmentation des enzymes de C210, c'est-à-dire transa LDH, les marqueurs de l'inflammation, CRP, ferritine, l'augmentation des D-dimères, donc pour la maladie thromboembolique, avec l'augmentation du taux de thrombine, c'est-à-dire la baisse du taux de prothrombine, l'augmentation de la troponine cardiaque, l'augmentation des CPK et surtout l'insuffisance rénale aiguë. Donc si on constate qu'il y a des anomalies sur ces paramètres-là, il faut vite passer le patient en soins intensifs. Et pour le dernier point, la constatation de la guérison, donc c'est le retour à la normale. Pour le laboratoire, c'est le retour à la normale de tous ces paramètres. Ça ne revient pas tout de suite, mais ça met un petit peu de temps. Et surtout, bon, je ne veux pas en parler, c'est surtout 2 tests PCR nasopharyngés à 24 heures négatifs. Quand on a constaté ça, on déclare le patient guéri. Bon, il y a des gens qui ont constaté que jusqu'au 21e jour, il reste des PCR positifs, mais chez des gens qui sont cliniquement guéris. Ça, je crois, c'est pas uniquement, c'est un petit peu d'ARN viral qui traite, mais c'est pas le virus entier qui est encore vivant chez le sujet. Et que les anticorps, bon, il y a des gens qui polémiquent là-dessus. Je crois que dans toute infection, quand un corps répond avec des anticorps, ces anticorps-là sont protecteurs, ces anticorps-là, ils sont opsonisants, ces anticorps-là, ils vont détruire le virus, ils vont protéger le malade, au moins, sur une année, 6 mois à une année. Sur ce, je vous dis bonsoir.